Et bonjour à tous et bienvenue du coup pour un nouvel épisode de Version Foot. Et aujourd'hui nous avons un bonheur, un privilège aujourd'hui d'accueillir un journaliste, Monsieur Thibaut Vizarien. Salut Thibaut. Salut Corentin, salut tout le monde, ça fait plaisir. Merci d'accepter notre invitation. Avec plaisir, écoute, tu m'as proposé de parler foot, donc qui peut refuser en tant que passionné de venir quelque part parler foot avec grand plaisir. Bon, super. Comment ça va? Bah, très bien, très bien. Petite semaine de trêve internationale, tu vois, ça fait toujours du bien aussi pour nous, pour reposer la machine, parce qu'à force de tous les 3 jours, pour nous aussi, en analysant l'actu, c'est fatigant, donc la trêve internationale est la bienvenue. Il y a du boulot en plus. Ouais, ouais, cette année, c'est très chargé, hein. Bon, je te laisse te présenter un petit peu pour ceux qui te découvrent. Ben, pour ceux Dis-le qui ne tout. me connaissent pas, donc Thibaut Vézirian, j'anime aujourd'hui tous les midis ou presque de 13h à 14h30 le Dash Foot qui est en direct sur Twitch, sur X où je fais une émission d'actu foot où il y a 100% interaction, c'est-à-dire que en plus des commentaires, chacun peut monter en visio, discuter avec moi, passer un coup de gueule, un coup de cœur dans à n'importe quel moment de l'émission. Donc ça c'est une grande liberté que je connaissais pas pendant mes 13-14 saisons de télé en quotidienne. J'ai commencé à LCI puis TF1 sur des quotidiennes télé en actu généraliste puis en football. J'ai présenté pendant 3 ans les émissions NBA et foot de First Team sur la chaîne First Team sur YouTube. En parallèle de ça, j'animais la matinale sport de CNews avant que ça prenne un virage politique dans les années 2020. J'ai été tous les jours dans Touche pas à mon sport sur C8 avec Estelle Denis, puis dans C'est que de la télé, là aussi sur de l'actu pur et dur, mais j'étais le référent sport. Et j'ai animé aussi 20h foot sur CNews jusqu'au Covid, pour à la suite ensuite passer quelques temps sur la chaîne L'équipe. Et voilà, pour toutes ces activités télé, il y en a eu quelques autres plus brèves. Et en me mettant à mon compte il y a 7-8 ans, je voulais à tout prix monter ma chaîne YouTube et faire mes propres contenus. Et finalement, le Covid m'a aidé à me trouver du temps naturellement pour le Ouais. faire. Et donc depuis, j'adore et je fonce là-dessus. Et je trouve que ces nouveaux canaux de diffusion, ces nouveaux médias sont tellement passionnants, palpitants que c'est une aubaine pour tout le monde. Donc et pour la liberté d'expression aussi. Donc voilà, aujourd'hui où j'en suis, beaucoup d'expérience télé, médias. J'ai commencé en presse écrite. Je suis revenu un peu à l'écrit aussi en collaborant depuis un an avec Entrevue, entrevue.fr, le magazine d'Ardisson qui a été racheté, lavé par l'entrepreneur Omar Harfouch et qui aujourd'hui m'a confié aussi la tâche de toutes les pages sport. Donc voilà, je m'occupe avec, il n'y a aucune routine entre les formats vidéo, audio aussi podcast désormais que j'ai développé et l'écrit sur le média Entrevue. Donc voilà, j'avance. Ça en fait du taf. Ouais, mais Un beau c'est ce que palmarès j'aime. au C'est CV. ce, c'est ce qu'on aime avec le foot, c'est qu'il y a aucun week-end qui se ressemble, les matchs ne se ressemblent pas et les aléas d'une saison sont fluctuants, sont variés, c'est montagnes russes. Et ben, j'essaye aussi dans mon domaine professionnel d'avoir beaucoup de choses différentes qui se mêlent et c'est ça. Et d'ailleurs, du coup, première question, comment tu découvres le football? J'ai découvert le football, on va dire, les premiers souvenirs. Moi, je sais que mes parents ont réussi à m'inscrire au foot, à jouer au foot à 4 ans et demi, 5 ans. J'étais déjà assez grand et c'était passé, même si je crois que l'âge c'était 6 ans pour inscrire les enfants à l'école de foot. Donc j'ai ces premiers souvenirs sur des terrains que certains ont connus, qui existent de moins en moins en dur, en bétonné, caillouteux, où t'avais toute l'année des pizzas sur les genoux rouges. Et ça ne s'enlevait jamais puisque d'un entraînement sur l'autre, forcément, tu retombais par terre entre les cuisses et les genoux. Donc, on était élevé à la dure, hein. Donc, ce foot-là, je l'ai aimé, je l'ai kiffé et j'ai grandi avec. Et puis, premier souvenir, un tout petit peu, j'avais 5 ans, la Coupe du Monde Italie 90. Il y avait ce côté magique des Coupes du Monde avant, parce que le foot, il y en avait moins à la télé, il y en avait moins partout, tout le temps. Et donc, c'était waouh, incroyable. Presque, on découvrait aussi le monde avec les Coupes du Monde. Ouais, l'Italie c'est fait comme ça, ah, les stades en Italie sont comme ci, comme ça. Aujourd'hui, on a accès à tout avec Internet. Et puis la Coupe du Monde 94, vraiment révélation aux États-Unis, la magie des États-Unis, la magie de mon joueur préféré Roberto Baggio qui
rate son penalty, les hauts et les bas du foot, donc les émotions fortes. Même sans la France, j'ai commencé à kiffer le foot comme ça. Et voilà. Et donc ça a été mes premières émotions foot. Et entre 90 et 94, il y a justement et l'élimination de la France par la Bulgarie, le choc. Il y a l'OM qui remporte la Ligue des Champions, Paris qui élimine le Real Madrid en quart de Coupe de l'UEFA, Auxerre qui fait une demi d'UEFA contre Dortmund aussi. Donc il y avait eu plein d'émotions fortes et j'arrivais à suivre ça parfois j'avais l'autorisation d'une mi-temps, parfois les deux, ça dépendait. Mais c'est les premiers souvenirs. Ok, ok. Et ta première fois dans un stade, c'était, tu t'en rappelles un peu ou pas? Alors là, en revanche, j'ai pas eu trop cette chance, énormément, et donc j'ai pas de souvenirs typiques. Je suis né en banlieue parisienne, mais j'ai pas trop de souvenirs d'avoir été au Parc des Princes petit, je crois pas. Ouais. À 6-7 ans, je suis parti à Auxerre. Là, je me souviens d'avoir été à la Baie des Champs, donc très chouette, stade campagne, mais qui a une âme, un vrai truc. Donc moi, ça m'a un peu marqué. Et puis après, ensuite, j'ai vécu à Moulins dans l'Allier en Auvergne, près de Clermont. Clermont, qui est une grosse ville de sport, rugby, un peu foot, un peu basket. Et là aussi, j'ai pu aller voir Clermont, Lyon, et puis par la suite, plein d'autres stades. Mais donc les premiers souvenirs, il y en a pas exactement de moments marquants ou quoi dans un stade. Un petit peu plus tard, j'ai eu la chance de revenir à Auxerre pour le premier match de Ronaldinho en France, quelques minutes. Ouais. Il venait d'arriver en janvier, il l'avait mis sous couveuse et il avait le droit de jouer à partir de août et c'était ses premiers pas en France. J'avais eu la chance en plus de connaître un salarié du club qui m'avait emmené dans le couloir et donc j'avais les joueurs d'Auxerre et de Paris juste à côté de moi. Et je Incroyable. m'étais dit, moi qui avais à l'époque 15 ans, qui était en sport-études foot, je me disais, ah ouais, pour devenir aussi massif, athlétique, musclé, les cuisses de Ronaldinho, je me souviens aussi des mollets de Frédéric Déhu, je m'étais dit, va falloir bosser mon pote. Hein. Le gamin de 15 ans comme ça, qui regarde en effet les grands, et là, c'est là que tu te rends compte de la différence, et la télé justement écrase le côté athlétique de ces athlètes. Et tu jouais quel poste du coup toi au foot? J'ai joué milieu de terrain beaucoup, 6, 8, 10, Ok. voilà, beaucoup, énormément. Après, ouais, c'était ça majoritairement à 90%. Pied droit, pied gauche? Pied droit, grand, pas très rapide, on va dire profil, sans me comparer hein, bien sûr, mais profil Baudemer, on va dire, Ah, grand, voilà, capable de jouer sur 2, 3, 4 postes. Et voilà, j'ai déjà aussi dépanné en défense centrale et lui aussi, je crois. Mais donc voilà, un peu l'esprit. ok, ok. J'ai eu la chance d'ailleurs de jouer avec lui ensuite au Variété Club de France. Et je me suis dit, ouais, t'as le raté et celui qui a réussi. Je me suis dit, ah ouais, ben, bien. Ok, ok. Et du coup, pourquoi tu te lances dans le journalisme derrière? Euh, C'est une volonté? Toujours, tu sais, quand on te demande, quand t'es jeune, tu fais des études, collège, lycée et tout, on te dit qu'est-ce que tu veux faire? T'en sais rien parce que de toute façon l'école te prépare pas à ça et que c'est mal foutu l'école. Donc tu dis pompier, astronaute, tous ces trucs-là, comme ça évacue le sujet. Et puis moi en fait je m'étais toujours footballeur, journaliste. Alors ils me disaient bon c'est bon mais on t'a pas demandé tes rêves, on t'a demandé des métiers. Et je leur disais bon bah ouais footballeur ok peut-être un rêve mais journaliste. Ils m'ont dit mais ils m'ont tous dit c'est fermé, c'est impossible. Donc mon esprit de contradiction, mon côté peut-être un peu têtu m'a donné envie de dire que il y avait peut-être si la première case n'était pas possible, la seconde était possible et qu'avec le journalisme, tu pouvais te rapprocher des athlètes, des sportifs, des artistes, de gens qui ont des talents à mettre en avant et que ce serait possible. Alors, c'est juste après le bac en fait que j'ai eu une première porte qui s'est ouverte puisque on m'a toujours dit que ce serait impossible d'être journaliste et je me suis dit bah tape aux portes des médias régionaux puisque j'étais en région et j'étais pas à Paris à ce moment-là et là je me suis dit bah vous avez pas besoin de pigistes en fait les journalistes en gros qui suivaient les matchs aussi auxquels je participais au foot à cette époque-là m'a dit bah oui c'est vrai que nous l'été notamment on cherche des pigistes des jeunes qui ont envie d'écrire des articles et je me suis lancé là-dedans et je me souviens c'était 20, 25, 30 € l'article.
Et je me suis dit, oh, c'est incroyable, hein, juste de raconter les histoires vécues par des gens, aller chercher des informations, faire un compte rendu de match, on nous paye pour ça, mais j'ai trop envie de faire ça. Et donc je me suis lancé les soirs et les week-ends, en plus de mes 5 ans d'études, à faire ça tout le temps non-stop, prendre une grosse expérience. Et puis ils m'ont proposé un contrat en presse régionale écrite. Et en fait, une opportunité s'est ouverte à Paris, de retourner à Paris. J'avais pas fait le tour du tout de la presse écrite, mais je voyais que c'était quand même les journaux papier vieillissants. On n'était pas encore, on était au début on était en 2004, 5, 6. Il n'y avait pas encore Facebook, il y avait à peine YouTube, il n'y avait pas X, il n'y avait pas Twitter. Donc en fait, on était à l'aube de métamorphose de la façon de communiquer médiatiquement. Je trouvais que l'écrit était vieillissant et j'ai eu une opportunité du jour au lendemain. LCI a perdu un stagiaire qui est parti claquer à la porte. Ils ont mis une annonce, j'ai postulé le jour même, ils m'ont convoqué le lendemain, j'ai commencé c'était le lundi, mardi et le jeudi j'ai commencé. Donc j'étais en fin d'année de master de journalisme. Mon directeur m'a dit on verra pour les partiels plus tard, casse-toi. Et on était fin avril, début mai. Et j'ai signé comme ça 6 mois de stage à LCI, puis un CDD, puis un CDI. Et voilà, c'est fait comme ça. Tout était aligné. Voilà, je me suis formé sur le terrain, je savais pas monter. Le premier jour, demi-journée, je me suis formé au montage. Le lendemain, je commençais sur l'émission et j'ai commencé donc off. Et puis ensuite, ils m'ont mis un an et demi après à l'antenne. Et puis j'ai appris comme ça et ça a commencé. Et donc j'ai compris que le média télé était aussi beaucoup plus spectacle et divertissement et théâtre que l'écrit, et que en fait quand on englobe le métier, le mot journaliste pour tout, en fait ça ne veut rien dire, parce que le métier de journaliste en fait c'est 150 métiers totalement différents, et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi ça rime plus à rien, quoi. Mais il en faut. C'est clair. Et comment travaille, on va dire, un journaliste dans le foot sur une période de mercato? Parce que là, ça va de tous les côtés. Il y a énormément de choses à savoir, il y a énormément de choses à se Ouais, renseigner. C'est ouais. c'est des périodes qui sont très compliquées pour les journalistes. On peut pas être au milieu de tout. On est conscient que le journaliste est une marionnette au milieu de ce théâtre, que les intérêts économiques nous dépassent complètement. On essaie d'être transparent envers des supporters qui sont constamment pris pour des idiots, parce que en fait le nombre d'appels qu'on a, ouais, tu peux m'annoncer un tel à Laval, parce qu'en fait on est en train de négocier avec Caen, et du coup Caen, et ils vont se dire c'est non-stop ça. Donc en fait, quand tu as compris ça, et c'est pour ça que dans le Dash Foot, souvent on aime bien décrypter le mercato et tout, pour essayer de faire prendre du recul à tous ceux qui s'emballent à la moindre rumeur. Il y a deux choses. Le problème, c'est que le mercato se termine fin août. Dès le 10 septembre, dans mon émission, j'ai que des questions mercato. Et à ton avis en décembre, et à ton avis en janvier, et à ton avis l'été prochain. En fait, on voit que c'est le sujet qui, par-dessus tout, par-dessus le foot, intéresse les gens. Donc, les médias, qui sont des entreprises commerciales, ont à un moment donné saisi l'opportunité de dire, bah, il faut qu'on en parle tout le temps, puisque ça intéresse les gens tout le temps. Donc, et d'ailleurs, un foot mercato est né en se disant, tiens, le mot mercato, il va marcher. Ouais. Et donc, ils ont raison. Donc, en fait, il y a des médias moins peu scrupuleux qui se sont dit, bah, nous, on va en jouer complètement en balançant toutes les rumeurs possibles et imaginables. Et en fait, quand on est au cœur du système, on se rend compte qu'il y a beaucoup de naïveté, et chez les supporters, mais aussi chez les dirigeants. Il y a la dernière fois un dirigeant d'un club italien dont je tairai le nom, qui est en contact avec moi et qui me dit, mais t'as vu, là ils sont intéressés par tel joueur, nous on est dessus aussi. Et je lui dis, tu le fais exprès, ou tu vois bien que c'est quelqu'un qui tire les ficelles pour justement que ça fasse monter les enchères? Et il me dit, ouais, mais si jamais c'est pas le cas. Donc le mec, je lui dis, ah ouais, mais non, mais si c'est le cas, faut que tu vois les trucs. Et en fait, donc il y a tout ce jeu, bah, c'est de la négociation, voilà, Oui. c'est qui rentre, et les supporters au milieu de tout ça ont des aspirations, des déceptions. Moi, je le dis toujours, le mercato, il faut s'en méfier jusqu'à après la visite médicale. Donc même après une visite médicale, parfois tu as des surprises une femme qui appelle en disant non mais j'ai plus envie de déménager là, chérie, on n'y va pas. Un Danso qui avait signé à la Roma, il ressort de la visite médicale, c'est fait, bah non en fait il y a un problème au genou, mais 6 mois plus tard il est à Tottenham.
bon, vraiment, faut faire très attention et pour ça que le mercato est à la fois passionnant et agaçant. Euh, le journalisme a complètement muté. Avant, t'allais chercher, essayer de creuser pour avoir des infos mercato. Aujourd'hui, elles viennent beaucoup à toi et on te dit dans 2 heures, ça va être annoncé. Si tu veux avoir l'officialisation, tu l'annonces maintenant. Si tu veux avoir l'exclusivité, tu l'annonces maintenant. Bon, ok, c'est un nouveau système. T'as un Fabrizio Romano qui est au cœur du système, au milieu du truc, il reçoit tout. Alors, il passe aussi beaucoup de coups de fil pour prendre des nouvelles, c'est sûr, et c'est une toile d'araignée énorme qu'il a tissée. Mais comme les agents, les joueurs sont au courant désormais que ça passe par lui, que c'est bien que ce soit lui qui relaye ça, et que c'est bien pour la crédibilité de tout le monde, et ben tout le monde lui envoie aussi à lui. Donc c'est un jeu de dupes, hein, beaucoup de jeux de dupes, mais après c'est le mercato, Ouais, c'est des périodes qui sont hyper complexes. hyper intense. Franchement, Moi je le vois sur les audiences aussi des émissions en direct, les actus mercato, les périodes mercato, les mois de janvier, juin, juillet sont des périodes remplies de fans de foot qui viennent dans l'émission pour avoir les dernières news mercato, même si elles viennent pas que de moi ou autre, c'est pour parler de ça, plus que le résultat tactique, technique, tout ouais, comme je vois que les gens sont plus au rendez-vous quand il y a une défaite de leur équipe que victoire. Ils ont besoin de venir mettre en commentaire leur agacement ou venir en visio pour leur agacement, etc. Et on le voyait même en audience télé où sur des résultats négatifs, il y avait beaucoup plus de gens connectés à la télé. C'est c'est curieux. C'est la nature humaine peut-être. ouais. Ah, c'est vrai que c'est ouais, assez spécial, mais le mercato, c'est quelque chose qui intéresse énormément de gens. Ouais, c'est la folie. C'est des périodes qui sont, ouais, franchement, vraiment extraordinaires à vivre. Alors pour nous, quand on est de l'extérieur, c'est incroyable parce que bah, un tel va peut-être signer là, mais du coup il y a un autre club dessus. Mais nous, on sait pas que c'est une personne qui va tirer les ficelles pour faire monter les enchères ou quoi que ce soit. Ça, moi, je l'ai appris il y a pas longtemps, tu vois, à force de m'y intéresser ou autre, et j'avais pas les tenants, les aboutissants de ça. Ouais. Mais c'est incroyable, et on se rend pas compte qu'aujourd'hui, tout est fait d'art de manipuler les gens, en fait. Ouais, c'est une propagande permanente, propagande de guerre dans les pays qui sont en guerre, propagande économique parce qu'il y a des intérêts à satisfaire, et en effet, dans le foot, sorte de propagande de communication. Et avant, la différence d'il y a 15-20 ans, c'est que les clubs, les marques, les joueurs n'avaient pas leurs propres canaux de diffusion, que sont Instagram, leur Oui. site, leurs propres médias, leur chaîne YouTube, qui est aujourd'hui leur propre façon de communiquer. Donc chaque entité se regroupe avec ses propres communautés de suiveurs, et en fait, c'est soit tu es avec, soit tu es contre eux. Donc, dans quelle sphère tu vis. Et c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui sont perdus quand leur club masque des choses aussi, parce que c'est logique, hein, il y a des entreprises qui ont des intérêts à masquer des problèmes ou masquer des erreurs de gestion. Et donc, quand toi, tu essaies d'être un peu neutre au milieu de tout ça, parfois, tu as des supporters qui comprennent pas ça et qui reviennent vers toi que 1 mois, 2 mois après en disant ah oui c'est vrai que en fait t'avais raison là-dessus. Et donc on est dans une ère de la communication très très spéciale par rapport à ce terme de propagande qui est un peu violent mais qui est un peu cette réalité, ouais. Ça veut dire asseoir ta communication toi-même et ouais c'est dur ça de s'y retrouver, mais c'est la réalité, hein. C'est vrai que chacun tire ses ficelles, chacun donne les interviews à qui il a envie. Voilà. Aujourd'hui, un Neymar, un Mbappé, même s'il vient de le faire il y a 2 jours, ils ont absolument plus besoin de passer au 20h de TF1 comme ils avaient besoin il y a 20 ans pour avoir un relais de communication. Ils Mm. mettent une story Instagram, le 20h de TF1 va la reprendre pour dire ah, regardez, il a dit ça. Donc j'exagère à peine. Donc en fait, Ouais, il y a eu un inversement du rapport de force. Et c'est comme ça que, bah oui, maintenant c'est pour ça que j'appelle ça un grand jeu de marionnettes ou de théâtre, le mercato, parce que c'est complètement ça. Et il faut faire très attention. Il faut se demander pourquoi ça sort maintenant, une info, et quel est son intérêt de la sortir maintenant, et qui a un intérêt à la sortir. Voilà. ouais, Ça, c'est ouais, les voilà. premiers trucs à se poser. Ouais. Et ensuite, si on peut avoir des bribes de réponse par rapport à ça, déjà, ça peut éclairer. Mais c'est compliqué, hein. Ah oui, c'est ok, ok. Dans ton métier de journalisme, quel est le meilleur souvenir que tu as? Ah bah là j'ai diffusé la vidéo justement où je raconte le récit, les coulisses de mon interview de Ronaldo R9. Donc ça c'est un grand moment, interview exclusive de 15 minutes ensemble, en italien, en français, en anglais. C'était passionnant.
il arrive en retard, mais lui, tu lui pardonnes parce qu'il a le sourire et qu'il est brésilien et qu'il t'envoie des ondes positives de fou et que t'as des images plein les yeux et des cœurs plein les yeux. Donc, c'est des interviews très particulières. Il y a un peu de, chacun a un affect avec certains sportifs, artistes ou gens de talent. Donc, c'est, là, pour le coup, oui, on rentre dans des moments qui sont magiques, de rencontres avec des gens qui sont hors normes, hors du commun et vraiment au sens propre. J'ai eu la chance d'interviewer Ronaldo à Paris, R9, hein, je parle, le Brésilien. J'ai eu la chance, ça je l'ai mis en vidéo sur ma chaîne YouTube, j'ai eu la chance de faire Zidane pendant 3 heures à ses côtés à Madrid. Ouais. Pareil, un charisme incroyable, un monsieur tout simplement. Et donc là, c'était aussi des heures où le temps s'arrête. C'est assez magique. J'ai eu la chance d'avoir un Nicolas Anelka pendant 1 heure et demie en direct alors que il donnait que des 10-15 minutes d'interview pour la sortie de son documentaire. Moi, on a fait 1 heure et demie. Donc, il y a plein de moments comme ça où ça a été royal, où les planètes s'alignent, où les connexions, les connaissances, les bonnes ondes sont mélangées et ça se passe comme sur des roulettes, quoi. Mais donc là, c'est les 3 noms qui me reviennent. J'ai aussi fait André Agassi, un tennisman que certains connaissent Bien peut-être sûr. plus, mais moi qui m'a marqué aussi étant jeune. Donc ça c'était géant. Et puis ouais, c'est déjà pas mal. C'est Ce qui me beau. revient. C'est beau. Il y a des beaux noms qui sortent là quand même. Ouais, ouais, ouais. J'en ai encore à faire, mais ouais. Ouais. Tu vas continuer un petit peu les interviews, les choses comme ça? Ouais, selon les opportunités. Après, c'est souvent des mois et des semaines de travail. Ça arrive jamais comme ça tout seul. Mais oui, oui, bien sûr que l'interview fait partie du jeu, fait partie de ce que j'aime faire. En plus, faire parler les gens, les mettre en avant. Il y a plein de sportifs aussi, plus sport américain que j'aimerais toucher, ou même des artistes. Mais ça, on verra avec le temps comment les opportunités peuvent se présenter. Mais mais oui, oui, j'aimerais aussi beaucoup, parce que ça a été un de mes joueurs préférés, interviewé sur l'ensemble de sa vie, et de son œuvre et de sa carrière, Roberto Baggio. C'est un truc qui n'a pas été non plus fait, en tout cas dans les médias mondiaux, dans les grandes largeurs. Mais ça, c'est un truc, ouais, que j'aimerais faire. Ouais, Ah bah Joe, c'est ton joueur. ouais, celui-là, ouais. On sent dans ta voix que celui-là, il faut que tu le fasses. Ouais, je connais, et ouais. Mais parfois, ouais, en effet, dans la vie, quand on veut un truc, on se donne les moyens et on peut y arriver si je veux vraiment. J'ai jamais encore lancé d'interview, de demande vraiment pure et dure professionnelle. Je verrai bien où ça me mène et comment je pourrais y arriver un jour, mais j'aurais bien envie de le faire parler, en effet. Bon, je te le souhaite alors. C'est gentil. Je te le souhaite. Et raconte-nous une anecdote un peu dans ton métier. Une anecdote, là, qui Ouais. me vient, une anecdote, question un peu brute, tu vois. Attends, une anecdote, qu'est-ce que tu veux comme anecdote? Une anecdote sympa, une anecdote méchante, une anecdote, attends, Ce qui te vient par la tête. une anecdote, qu'est-ce qui me vient? J'avais un truc, tu vois, comme quoi je t'ai raconté des trucs super qui me sont arrivés, etc. Lors des premiers matchs de venue de la NBA à Paris, la NBA c'est à l'américaine, donc c'est tout par mail, rendez-vous 3, 4, 5, 6 mois en avance. Et donc je rentre dans le protocole pour avoir des interviews en one-one des joueurs. Il y avait à cette époque notamment Ronny Turiaf, le français, qui jouait, qui avait été transféré où, je sais plus où il était exactement pour ce match-là, mais il était là pour NBA Paris. Et moi, c'est un joueur dans son parcours aux Lakers, sa vie, son opération au cœur, etc., que j'avais suivi, je trouvais intéressant, et je leur ai demandé l'autorisation d'avoir cette interview, en passant vraiment dans les règles, tac, vraiment pas par l'agent que tu connais ou le joueur directement, propre. Ouais. Ça prend, mais je pense que ça m'a pris sur 3 mois, 4 mois, je pense que ça m'a pris 6 jours de travail, de mails, d'échanges, de trucs, enfin, c'est délirant, tu vois. Mais bon, tu rentres dans le protocole, tu reçois ton badge, il faut le faire vérifier, il faut le faire adapter, il faut le découper en rectangle, ensuite en triangle, ensuite, ok, tu fais tout. Et t'arrives le jour J, entraînement d'avant-match ou à J-1 à l'Accor Arena qui s'appelait Bercy, je crois, à l'époque. Et t'arrives,
Et tu dis, ouais, donc je suis là pour filmer un peu l'entraînement, et ensuite le one-one. Oh ouais, pas de problème et tout. Puis t'arrives à la séquence, enfin pour ton interview 1 contre 1, tu vois le joueur qui sort de l'entraînement, tu te dis bon là comment ça se passe, je l'attends ou ah vous voulez quoi? Mais on a calé Ronny Turiaf. Ah ouais ouais bah attendez bah allez le voir là, regardez il s'en va là. Bah, ok donc tu cours un peu après. Ouais Ronny du coup on a 15 minutes avec toi, c'est calé. Ah bah je suis pas au courant. Ouais, mais du coup, il dit non, moi là, je dois aller répondre à 25 médias qui vont me tendre leur micro au bord du terrain pendant 5 minutes. Après, j'ai fini. C'est-à-dire, ben non, mais nous, on regarde les mails et tout. Ah ouais, mais moi, je suis pas au courant, donc je peux rien faire. D'accord, donc tu retournes voir la responsable presse de médias NBA. Je dis, ben, on a calé ça. Ah ouais, ouais, mais non, mais là, c'est pas marqué, donc je sais pas. Attendez, mais tout est bien calé depuis des mois. Vous l'avez encore confirmé il y a 3 jours. Ouais, ouais, ah bon, ouais, non, bah alors faut voir avec un tel. Qui c'est qui vous a répondu sur le mail? En attendant, les interviews ont commencé avec lui au bord du terrain à la sortie de l'entraînement. Toi, t'es là, mais c'est pas possible en fait. Et au final, bah on est comme il y a 25 micros tendus, en plus on est à la masse, on est sur le côté, ça rime à rien. Et je le réintercepte, je lui dis attends, vous avez promis 15 minutes avec toi et tout. Il fait bon 3 minutes ça te va là juste sous le panneau. On fait 3 minutes sous le panneau à la va-vite avec une sueur comme ça, un agacement jusque là. On a préparé une interview et tout et en fait bah, tu ressors avec un truc pourri de 3 minutes de comme tout le monde. Lui pas prévenu, pas que ça à foutre, travail pas fait. Voilà, les aléas aussi du métier, ça arrive. C'est pas grave, il y a pire dans la vie. On sauve pas des vies, mais voilà, c'est beaucoup de travail de l'ombre aussi pour rien, et dans la recherche d'infos et dans plein de choses quoi. Ça arrive très souvent. Ouais, c'est un travail du coup qui te prend du temps et derrière c'est bâclé. Pour zéro, ouais. Alors, quand t'es sur une grosse entreprise, la LCI, TF1 à l'époque, bon, bah, finalement, ça va se fondre dans la masse et ça va pas faire automatiquement, on va dire, même si pour moi, en tant qu'entrepreneur, je vois ça comme une perte d'argent pour l'entreprise, mais bon, ça passe. Quand t'es à ton compte, tu fais tes contenus tout seul, tu as un nombre de contenus calibrés sur la semaine, que tout est, bah là, en effet, tout de suite, ça te fait perdre 25% de ta semaine, 50% de ta semaine et tout. Donc, en effet, c'est d'autres choses. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Il y a plein de problèmes partout, mais je me plains pas. Mais tu vas me donner une anecdote. Tiens, on avait fait des trucs positifs. Il y a des trucs aussi très souvent qui ne fonctionnent pas et qui sont négatifs. Ok. Ah, c'est ouais. C'est les aléas Ça malheureusement du arrive, travail ouais, de ouais, ça arrive. journaliste. Ouais. Bon, avec la génération actuelle d'Instagram et autres, on voit toujours le incroyable, ah, il a vu un tel, ah, il est avec ci, et on ne sait pas toujours, on ne sait pas du tout que tout le reste, et notamment ces trucs-là, là, je vais raconter un peu plus en détail, mais voilà, ça arrive très souvent qu'il y ait des problèmes, pas forcément exactement comme ça, mais dans ce style. Ouais, ouais. Et ouais, mais le fait de passer par tellement d'interlocuteurs Ouais. différents, En plus, ça te pénalise. c'est là où justement il y a une force à avoir un réseau dans le monde du journalisme, c'est d'être en contact direct, à connaître vraiment les gens, etc. Puisque là, bah pour le coup, là, il se trouve que j'ai fait confiance par mail à un protocole établi, institutionnel, et boum, le jour J, en fait, dans le feu de l'action, je sais pas si la personne qui m'avait traité le sujet, peut-être qui était finalement malade ou absente, et voilà, ça se joue à rien. Et dans les Ouais. sociétés actuelles, il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de contenus qui ne tiennent qu'à une ou deux personnes qui ont envie de le faire absolument et qui le mettent en place. Et si ces personnes s'en vont d'une société ou autre, ça disparaît. C'est la réalité. C'est Ouais. pour ça qu'il y a l'importance d'un directeur sportif qui prend le sportif à son compte. Et le jour où il s'en va, le club change de direction sportive et change finalement de De direction, quoi. stratégie, de Stratégie, tout. voilà, c'est Ouais. ça. Et bah c'est la même chose. Ok. Du coup, t'étais déçu un peu, forcément. Ouais, bah forcément parce que tu te prépares à faire un beau truc, à préparer des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. T'as creusé, t'as travaillé. Donc quand tu travailles pour rien, forcément t'es un peu déçu et que tu te dis que c'est dommage d'avoir perdu du temps. Maintenant, c'est une expérience, faut l'apprendre et il faut après améliorer par la suite le fonctionnement, double vérifier les choses et etc. Ok. Ok, ok. Bon, on va passer à la deuxième étape, qui Dis-moi va tout. où là, du coup, je vais avoir du coup ton besoin de ton sentiment et de ton ressenti. Vas-y, les émotions. On va parler de foot français parce qu'en ce moment, hein, c'est très compliqué, on le Mm. sait. Moi, je vais en venir sur la première question, c'est les droits télé aujourd'hui en France.
Qu'est-ce que t'en penses de ces droits télé avec DAZN et tous les problèmes du coup qu'il y a aujourd'hui? Le gros problème d'Azone aujourd'hui, c'est d'être arrivé avec un lancement, donc d'être arrivé en catastrophe en juillet dernier pour un lancement début août sans les moyens de production. Donc ça, c'est la première chose à retenir, c'est que DAZN est arrivé en signant ce contrat des droits télé, en sauvant entre guillemets la Ligue 1 à moitié, mais sans moyens de production, sans équipe sur place, puisque DAZN est désormais un peu partout, mais n'était pas en France. Donc sans moyens de production, comment tu fais? La Ligue leur a dit la production des matchs, c'est quoi la production? C'est les caméras, les équipes techniques, etc. Nous, on le prend à notre charge, alors que d'habitude, c'est le diffuseur qui prend sa charge. Ok. Sauf que la production des 8 à 9 matchs de Ligue 1 par week-end, c'est sur la saison de 90 à aller, je vais loin, 110 millions d'euros par an pour faire un truc comme en Première Ligue, en Liga, en Serie A, où t'as l'impression qu'ils ont mis le mode portrait, là, c'est magnifique, c'est du cinéma. En France, on n'est même pas en 4K, c'est tout pourri, ça ressemble à rien, on a l'impression qu'il y a 2 caméras au lieu de 7 ou 8, et ils sauvent les meubles avec quelques gens de talent, mais c'est pas beau. Pourquoi? Parce que comme DAZN n'avait pas les moyens au moment de la signature du contrat de le faire, la Ligue a dit bah nous on s'en charge. Mais sauf que la Ligue a dit nous on s'en charge, mais en revanche on va pas mettre l'argent qu'a mis Canal à l'époque ou autre pour payer cette production à 90-110 millions par an, donc on va vous la faire, la production, mais on va mettre que 45 nous, on va diviser par 2. Et ben du coup la qualité est divisée par 2. Et donc DAZN paye dès le départ, dès les premiers matchs, un regard des gens sur oh mais c'est pas beau en fait ce qu'ils nous proposent comme qualité d'image, comme plein de choses, sauf que c'est pas de leur faute. Donc déjà il y a eu on est là dans la relation de couple LFP DAZN, tu Ouais. commences mal. T'arrives au mariage et il y a pas de robe de mariée. Premier truc. Ensuite, ils arrivent tellement en catastrophe, je sais pas quelle agence de com ils ont fait bosser ou quoi, quand tu mets des 4x3 dans tous les abribus fin juillet avec qui il y avait Warren Zaïre-Emery, il y avait Leonardo Balerdi, t'avais que des gens inconnus au bataillon. Déjà, de pas pouvoir mettre, on va dire à cette époque, c'était peut-être que les deux seules stars, Barcola et Dembélé, sur des affiches. Vendre ton produit comme ça à des gens qui, à la télé, en moyenne, est regardée aujourd'hui par des gens qui ont 60 ans et plus. Donc, c'est une moyenne et c'est pire sur les chaînes info, etc. C'est des stats claires qui existent. Et donc, quand, on va dire, si le public télé est un peu plus jeune, faut quand même lui faire comprendre qu'il va falloir télécharger une application, avoir une chaîne spécifique sur sa télé, etc., etc. Donc, ce renouvellement, il était impossible en 3 semaines. Donc déjà, tu te tirais une balle dans le pied. Donc quand tu démarres de ce postulat, au lieu de te croire gagnant parce que tu arrives avec les droits télé, il fallait déjà faire des offres d'abonnement ultra concurrentielles. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont arrivés sur le marché Amazon ou Canal pour le foot, ils avaient déjà des films, des séries, des choses à proposer. Donc maman, elle a à manger et papa, il a à manger aussi avec son foot. Mais sauf que là, t'arrivais avec DAZN et tu disais, si, on va diffuser le PFL 2 fois dans l'année et on va diffuser de la Betclic Elite. Il n'y a pas un Français qui est au courant de ce que c'est la Betclic Elite, déjà. Il va bien voir les audiences. Et donc, en fait, t'arrives avec un catalogue qui est zéro et tu leur dis, bah, c'est 40 € par mois. Bon, bah, les gens, ils ont pété un plomb, c'est logique. On est en pleine crise en plus sociale. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'était normal que ce soit un échec couru d'avance. J'avais déjà raconté ces coulisses-là, mais je peux le redire. L'histoire, c'est que DAZN n'avait pas prévu d'investir sur la Ligue 1 en 2025-24. Sauf que cette année-là, 10 ans après le lancement de DAZN par Len Blavatnik en tant que Netflix du sport, en 2024, c'est la première année où l'entreprise accédait à des comptes dans le vert. Donc pour les actionnaires, c'était de leur dire, ça y est, 10 ans après, regardez, on est dans le vert, on va recevoir 1 milliard de l'Arabie Saoudite pour venir nous épauler, la négociation est en cours pour la fin 2024, tout va bien. Et en fait, il y a cette opportunité de marché, comme dans le foot, quand tu fonces en fin de mercato sur un joueur, de prendre la Ligue 1 et de se dire, regardez, pour pas trop cher, on se prend la Ligue 1. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les financiers, au lieu de connaître le marché français? Ils ont dit, bon, la Ligue 1 nous coûte 400 millions, eh bien, il nous faut 2 millions d'abonnés à 40 €, et on y est. Grosse rentabilité. Complètement fou, mais il fallait expliquer ça à des actionnaires mondiaux qui ne pipent rien à l'Hexagone. Et donc, ils l'ont fait, c'est passé, ouais, ok, on investit, et une fois qu'ils se sont retrouvés sur le terrain, il n'y avait pas de directeur général, il y avait personne, ils ont découvert le truc, et là, ils ont commencé à comprendre. Et on voit que là, au fil du temps, ils essaient de changer un peu de stratégie. Là, maintenant, on est le McDo offert, enfin non, le McDo a payé la DAZN offert, on est avec... Mais en fait,
malheureusement pour eux, moi j'aime DAZN, j'étais un des premiers en France à parler de DAZN en 2020-21 parce que ce média s'était déjà rapproché du Moyen-Orient fortement, etc. Et le problème, c'est que là, en France, ils ont foiré complet la stratégie d'arriver sur site, quoi, sur zone. Et je vois mal comment ça peut bien finir. Ils ont un droit de retrait, donc, en décembre prochain. Ils te disent en interne, non, non, on va rester. Je vois pas Je comment. vois Même pas. si là, ils rajoutent 100 000 abonnés, avec McDo, ils vont être à 600 000. Et des mecs qui n'ont pas payé en plus à part un menu golden. Euh, je, je, je vois pas comment. En fait, on peut retourner le problème dans tous les sens. Les droits télé sont un fiasco. En plus, on a communiqué du côté de la Ligue sur 500 millions, 400, ouais, c'est ça, c'est 100 millions de bean. Sauf qu'en fait, c'est 78 millions de bean, plus 22 de sponsoring Qatar partout en France. Tous les clubs ont refusé de mettre du Qatar partout dans leur stade, et logique. Ouais. Tu savais déjà que dans toute la partie sud de la France, c'était pas possible. Enfin, bon, bref, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour voir ça, pour comprendre ça. Et ils te disent, non, non, mais c'est 100 millions. Non, c'est 78. Alors oui, ils ont pris de la Ligue 2, oui, ils ont vendu les droits étrangers, mais et beIN et le Qatar ont aussi fait de très bonnes choses pour le foot français, dans le sens où c'est pas de leur faute si les autres, avec des maxi budgets, ils sont pas capables de construire des équipes correctes. Mais là, pour le coup, les droits télé 2024, c'est une catastrophe sur tous les plans, et c'est finalement le juste sens du chemin pris en ayant été chercher Mediapro, Ouais. en s'en étant mis plein les fouilles sur ce contrat-là pour certains qui sont partis ensuite ailleurs. Et voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs la Brune, je suis pas le premier à le dégommer comme certains, parce que il récupère une situation qui est déjà délirante. Et en effet, il l'a pas tout à fait redressé, mais c'est un bazar qui est tellement monstre que j'aimerais pas être à leur place. Ouais. Ouais, c'est vrai que ces droits télé là, j'ai C'est un- quoi la solution en fait? La question est là, c'est si tu crées ouais, ta propre chaîne, fallait le faire il y a 5 ans en fait. Tu crées ta propre ouais, chaîne comme le NBA League Pass, mais tu le crées en amont et tu le fais grandir en parallèle avec des contenus exclusifs, des trucs. Les gens s'abonnent petit à petit et prennent le train en marche. Et au bout d'un moment, tu prends les droits pour ta chaîne que tu as créée sur YouTube, etc. Mais avant ça, si t'arrivais en août 2024 en disant ouais, bon, on lance notre chaîne, les présidents, ils ont raison. Hein. Il y aurait eu zéro. Il n'y aurait pas eu d'abonnement comme ça en claquant des doigts. Donc en fait, en octobre, novembre, il y aurait eu quoi qui serait rentré dans les caisses des clubs français? Zéro. Et zéro. quand tu vois que déjà, il y a à peu près 8 clubs sur 18 qui sont à l'agonie, bon, ben, on a la réalité du foot français en ce moment. Il est mort et enterré, on continue de lui mettre des coups de pelle. Bon, c'est chouette, hein. Et comment on peut s'en sortir? Bon, la seule solution pour s'en sortir actuellement, en étant pragmatique, c'est en effet l'officialisation du rachat de l'Olympique de Marseille, qui permettra non pas à très court terme, mais à moyen terme, d'avoir enfin deux locomotives dans le foot Un français. club, ouais, pour aller titiller Quand le on voit en PSG. première ligue, aujourd'hui il y a Birmingham qui est la surprise, qui est troisième, mais sinon les 5 premiers, c'est Liverpool, Arsenal, Chelsea, City. Ensuite, c'est Newcastle, gros bébé. Bon, il y a les incongruités Tottenham et Manchester United, 13e et 14e, mais c'est passionnant parce que les gros sont là-haut. En Italie, Inter, Naples, Atalanta, Juve, Lazio, ils y sont. En Espagne, les 3 premiers, alors en Espagne c'est particulier, il n'y en a que 3, mais ils sont là tout le temps, Atlético, Real, Barça. En France, c'est horrible. C'est Paris tout le temps, sans suspense. Je me suis jamais autant endormi, et pourtant il y avait des excellents joueurs sur le terrain, que le Classico du dimanche dernier, où je savais que dans tous les cas, Paris, à un moment donné, mettrait l'accélérateur pour gagner. Donc il n'y a pas de match, quoi. Donc c'est chiant, et ça n'a aucun sens. C'est pas ça le foot. Le foot, c'est espérer. On va avoir une demi-finale de Coupe de France. Cannes-Reims, ça va être plus intéressant parce qu'on se dit, putain, le petit va pouvoir faire l'exploit, il va se passer quelque chose. Là, Paris-Marseille, le premier contre le deuxième, on n'a pas de match. C'est pas possible. Et il y en a qui payent encore 40 € par mois pour ça. Et pareil, je le disais pour finir sur DAZN, tu peux pas leur octroyer que 7 matchs sur 8, que 8 matchs sur 9, 8 pardon, matchs sur 9. que 8 matchs sur 9 en lançant un nouvel opérateur qui n'a pas de catalogue de contenu. Déjà, offre-lui tout. Et même s'il mettait que 400, en fait, au moins il est un peu en position de force. Vous voulez la Ligue 1, c'est que là-bas. Là, le mec a son petit match sur beIN, de temps en temps, il se le match le samedi après-midi. Il a ça avec Canal. Il va pas aller s'embêter à prendre DAZN en plus. Stratégiquement, il y en a qui sont vraiment hors sol et trop dans leur bureau, et faut qu'ils redescendent.
Ouais, parce que c'est ce que je fais moi, hein. Je rate bien et puis voilà. Moi, moi, Je- le nombre de gens qui passionnés de foot, qui aussi comme moi n'ont pas le côté supporter, voilà, ils regardent les matchs, ils kiffent et tout, ils me disent, moi je regarde plus la Ligue 1, c'est pas grave. Je dis, c'est pas grave, je fais autre C'est pas chose. grave non plus. Ouais. Et c'est terrible, parce que tu dois justement créer des générations de supporters, créer des émotions par les matchs et tout. Ouais. Alors en plus, ça va dans le sens de ce que je dis, puisque dimanche dernier, il y avait aucune émotion, et les seules émotions qui suivent après PSG-OM, c'est parce que les supporters ont fait des banderoles odieuses Oh, sur bien. la mère et le père d'Adrien Rabiot. Donc on est sur une caricature, encore une fois, du foot français, où on n'a que ça à penser, quoi. Ouais. Ouais, moi, à titre perso, je ne regarde plus la Ligue 1. Je regarde que le match sur Beansport. Et puis Terrible. honnêtement, ça me sert à quoi? J'ai Canal, donc ça veut dire que je vais regarder la Première Ligue. J'ai Beansport, je vais regarder je vais regarder la Liga, la Bundesliga, un match par semaine de Ligue 1. Ah, c'est Ouais, bon, ça me suffit. ouais, c'est sûr. Et j'adore Marseille, hein. Je suis supporter de l'OM, hein. Mais dimanche soir, le Classico, j'ai pris Netflix et je l'ai regardé avec ma femme, hein. J'ai pas regardé le match. Ah, c'est terrible, c'est terrible. C'est vraiment les dirigeants du foot français. Alors, il faut rappeler que la LFP n'est pas seule responsable parce que la LFP est sous tutelle de la FFF qui est sous délégation d'un service Ouais. public du ministère des Sports. Donc on est vraiment sur une verticale désormais et encore plus depuis le Covid puisque c'est au moment du Covid que Emmanuel Macron, le gouvernement, a fait passer la possibilité à la Ligue d'avoir une entreprise commerciale à ses côtés pour sauver le foot français et sans que l'État rentre complètement dans le foot français d'un coup et du coup toutes les autres entreprises de France et de Navarre disent mais nous on n'a pas été aidés de la même façon. Donc c'était le moyen déguisé de sauver le foot français qui fait partie de ces États dans l'État où en effet en France il faut qu'on joue la Coupe du Monde, il faut qu'il y ait du foot, ça divertit les gens sinon on a peur. Ouais. Ouais, C'est très politique hein, aussi. Hein. ouais, on se Et, rend pas compte, et mais moi, j'en avais parlé, mais bon, faut pas le dire trop fort, mais l'échec incroyable de la France a été, a été en même temps que Mediapro de stopper le championnat pendant la crise Covid. On a été les seuls à faire ça. Et en ouais, fait, on a précipité la chute du foot français aussi à ce moment-là. C'est horrible. Ça a été une décision aberrante. Et encore une fois, c'est là qu'on voit qu'on n'est absolument pas un pays de foot, un pays de sport. Bon, les coupes budgétaires d'après JO l'ont montré aussi. On n'a absolument pas compris que l'être humain, il a besoin de sport, il a besoin d'être amené à avoir une activité au lieu d'être complètement sédentaire et de rien faire et de péter les plombs devant les écrans. Et voilà, et ça c'est des trucs très sociétal, mais on n'est pas on va pas dans le sens de la vie là. Pour moi, on se trompe vraiment. on se trompe de combat. Ouais, ouais, complètement. Le sport devrait être au centre de la vie. C'est un vecteur d'émotion, c'est un vecteur d'économie aussi. Donc, c'est la France se trompe là-dessus. Ouais, parce qu'il y a d'autres pays où le sport, c'est Ah bah numéro oui. un. Ah oui, De partout. même à côté, même en Italie, même ah non, non, c'est autre Ouais. chose, c'est complètement autre chose et c'est sacré, c'est et puis c'est multiple le sport, hein, c'est pas que le foot, hein, faut pas non plus centrer que Ah non. là-dessus, mais c'est une façon de vivre aussi et on est dans un monde où on est tellement de plus en plus sédentaire qu'il faut aller lutter contre ça et pour le coup le gouvernement français n'aide pas vraiment les gens à ouvrir les yeux là-dessus. Après, heureusement, aujourd'hui, avec Internet, avec les réseaux, avec ces discussions comme ça aujourd'hui et tout, on peut tous s'entraider pour apprendre, pour grandir tous les uns avec les autres et faire mieux. On n'a pas forcément besoin, en effet, d'être chouchouté, coucouné par l'État. On est, Et ouais. Ok. Et la dernière petite chose, du coup, pour ton sentiment, moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'arbitrage en France. Parce que ça, c'est encore beaucoup décrié encore aujourd'hui. Comment on peut améliorer ça? toi, tu m'as dit que tu regardais pas trop le championnat de France. Ouais. Donc c'est intéressant parce que tu auras donc remarqué qu'il y a énormément d'erreurs d'arbitrage partout. Partout, partout, partout. Mm. Le drame, c'est encore une fois, ça vient de la Ligue, qui au lieu d'aider les arbitres, et ils en ont envie, ils en ont besoin, ils l'ont dit, en étant équipés d'audio, de micros, pour communiquer, être transparents, expliquer leurs erreurs aussi, être en direct avec nous, ils ont dit, oh, ça coûte trop cher. Ça devrait être une priorité, puisque le Merci. jeu passe par cet acteur majeur qui est l'arbitre. Donc nous, on n'a rien compris encore au film, on se dit, ah non, non, ça va nous coûter 3 millions d'euros, pouh, et ben va les chercher tes 3 millions, là. On s'en fout.
L'idée, c'est en effet de valoriser les arbitres qui ont un métier pas facile. Il y a plein d'arbitres amateurs en dépression parce que ils se font jeter des pots de banane pour pas dire plus après chaque match. Toi, quand tu perds un match ou quand tu gagnes un match, quand tu joues au foot, derrière, tu peux aller boire un coup, discuter avec tes potes, te faire ta séance de psycho et te laver le cerveau jusqu'à 3 heures du mat. L'arbitre, il rentre chez lui, il est tout seul. S'il va en boîte et qu'il dit « Oh, j'étais l'arbitre du match », il se fait cracher dessus. S'il va boire un coup, il dit « Oh, je suis arbitre de foot », ah ouais, ok, on en a rien à foutre. Et donc, c'est pas facile. Donc, premier truc, déjà, c'est être avec eux et non pas contre eux. Ensuite, quand je vois, et quand on nous dit « Mais c'est pas possible d'être aussi mauvais, c'est pas possible, la VAR », en effet, moi, j'étais un pro VAR parce que, pour moi, c'est un outil fondamental pour en finir avec les injustices de la main de Maradona, la main de Thierry Henry, des choses comme ça, qui sont des injustices incroyables. Donc ça, déjà, on l'a éradiqué, c'est top. Mais on aurait dû éradiquer plein de petits problèmes, et en fait, on voit qu'il y a des gens dans les camions VAR qui dorment, qui mangent des kebabs, qui sont pas du tout dans l'analyse foot, et qui ne comprennent rien. Et peut-être que c'est, en fait, la VAR, un nouveau métier qui est arrivé sans formation, puisque les arbitres, on leur a dit, va dans le camion. Et sauf qu'en fait, être à la VAR, c'est sentir le foot, comprendre le foot, savoir qu'un ralenti écrase une action, et que c'est pas la réalité. Donc quand tu analyses un ralenti, c'est pas analyser, on va dire concrètement, comme si un genou qui touche un genou, forcément, ça te fait tomber. Non, à pleine vitesse, oui, quelqu'un peut être effleuré et tomber. Mais quand t'es pas à pleine vitesse et sur un duel arrêté en surface, si tu touches quelqu'un à peine, ça mérite pas forcément un penalty. Je pense qu'à cause de la VAR, les règles du foot doivent être aussi changées. La loi Wenger, pour moi, en tant que sur le hors-jeu, va dans ce sens. Je trouve que c'est une bonne chose, même si c'est pas la panacée, ça va dans le bon sens. Priorité à l'attaque. On a créé la règle de l'arbitrage pour éviter les mecs qui campent dans une surface et qui jouent la carotte campeur. Donc là, au moins, si l'attaquant prend les devants, mais qu'il a un bout de chaussure qui dépasse à peine, c'est pas grave. Et donc on adapte les règles du foot avec désormais les nouveaux outils. Je pense que c'est pas mal. Mais en revanche, oui, aujourd'hui, il faut aussi mettre un coup de pied dans la fourmilière par rapport à ta question concernant les arbitres, qui s'auto-protègent, qui ont un système de notation opaque qui fait qu'on n'y comprend rien, on voit pas l'intérêt d'ailleurs de les mettre en danger comme ça avec des notations. Au contraire, l'arbitre est au centre du jeu, ça doit être ultra transparent, et un arbitre qui fait une erreur, c'est humain, parce que le foot va trop vite aujourd'hui. Ouais. Les athlètes qui se rentrent dedans à pleine vitesse, 22 joueurs à suivre en permanence, plus le public, plus les staffs techniques, plus l'entraîneur, plus le quatrième arbitre, l'oreillette, en fait, humainement, à un moment, c'est un blocage, c'est pas possible. Le hors-jeu, avant, imagine le hors-jeu, avant, il fallait le décider toi-même, à la seconde près, au moment de la passe, avec parfois un mec qui est à 40 mètres qui fait son appel de balle. Et l'arbitre de touche qui doit suivre. Non mais imagine le nombre de trucs auxquels il faut réfléchir dans la seconde. Donc, face à ça, moi je suis compréhensif, et donc aidons-les toujours plus. Mais en revanche, qu'eux, ils arrêtent de s'auto-protéger, de dire ouais, la prochaine fois, moi je serai arbitre central, là aujourd'hui je suis dans le camion, je vais pas trop lui taper dessus, parce que si moi je fais une erreur la prochaine fois, lui il va me taper dessus. Non mais on est chez les fous. Et donc le foot empathie, le public s'en désintéresse, s'énerve, et c'est terrible. Mais il y a rien qui va, dans le sens où il y a des problèmes en tribune, la justice fait n'importe quoi et fait rien. J'ai fait il y a moins de 6 mois plusieurs semaines, mois d'enquête au sujet du fichier des interdits de stade auprès de la police, auprès de la justice, auprès des préfectures, pour finalement trouver les preuves que ce fichier n'existe plus. Il a été enterré par un ministre de l'Intérieur sur des conseils d'un grand président de club de foot, parce qu'en fait, ça l'embêtait qu'on aille punir les ultras de son propre club. Et ils se sont serrés la main, ils ont dit, bon, t'inquiète, on l'enfouit. Donc aujourd'hui, si tu vas voir la police, la justice, la préfecture, les clubs, plus personne ne sait où ça va. C'est noyé. Ils te disent, ouais, ça doit encore exister. Qui gère? Personne ne sait. Où ça va? Personne ne sait. Ça n'a aucun intérêt. Donc, en fait, on fait que du flanc, en permanence, tout le temps, du semblant de sanctions, du semblant de, mais il y a un moment, va falloir remettre le truc carré, quoi. Enfin, c'est pas possible. On est la risée de tout le monde. Donc, l'arbitrage, ça va dans ce sens-là aussi. Remettre le truc d'équerre et arrêter copinage, les systèmes opaques. Moi, tu vois, quand on parle de l'arbitrage, tu as soulevé 2 points que moi je trouve et que je milite depuis très longtemps. C'est d'une, la sonorisation. Ouais. C'est-à-dire que je comprends pas comment au rugby, ça fait 15 ans que ça existe, et au foot sport numéro 1 du monde, ça existe pas. C'est trop cher pour le foot, mais pas pour le rugby. C'est incroyable. C'est ouf.
Et la deuxième chose, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est le système, ce que tu parlais, c'est le barème de points, la notation qu'ils ont sur les matchs. C'est-à-dire que s'ils font l'intervention de la VAR, ils sont moins bien notés, ils prennent des sanctions. Hmm. Non, la VAR, le but, c'est d'aider l'arbitre à justement à commettre le moins d'erreurs. Et là, Ouais. quand il fait intervenir la VAR, du coup, pour eux, c'est une erreur. Et donc, Ouais. du coup, ils pénalisent l'arbitre. Mais non, il y a pas de sens. C'est, c'est complètement délirant. Ouais. Au lieu de les aider, et qu'au contraire, la VAR t'a permis de prendre la bonne décision, bravo. Bah oui, C'est bravo. c'est Et la ça, logique. ça aide le jeu, ça aide les gens, ça aide tout le monde, ça aide le public. C'est limite même les éléments de la VAR, quand c'est regardé en direct par la VAR, ça devrait être sur les écrans géants des stades qui en ont. C'est, Ouais. en fait, on sent, mais t'as quoi à cacher en fait? Tu regardes les images. Bon, alors après, t'auras toujours des images où il y aura des gens pas d'accord. Moi, j'ai fait une vidéo sur le penalty de l'Atlético de Madrid de Julian Alvarez, où il touche le ballon légèrement du pied gauche avant de le toucher le pied droit. C'est dans les règles du foot, donc c'est interdit. Je monte l'image, le ralenti de la télé espagnole en disant bon, ça m'embête parce que j'aurais préféré que l'Atlético se qualifie tellement ils avaient été valeureux au retour. Donc je fais ça sans affect particulier. Mais je dis regardez, il a touché le ballon du pied gauche. Le ralenti, il est plein pot sur le ballon. Tu vois que le pied gauche le touche à peine. Et t'as des mecs dans les commentaires qui m'ont mis non non mais il le touche pas. Et donc t'es là bon. Il y a un moment où en effet il y aura toujours un peu de mecs qui bon ne voient pas ce que toi tu vois, effet d'optique, j'en sais rien. Après voilà, mais en dehors de ça, sinon ça règle tous les problèmes. C'est pas possible. Mais avec des règles claires aussi. La règle doit être claire sur le hors-jeu. Moi, c'est pour ça que je milite sur l'histoire de Wenger. Non, je reste guère. Les mains dans la surface. Arrêtons avec cette interprétation. Mettons des mains litigieuses. Et ben, coup franc indirect. C'est si finalement le ballon, par exemple sur une frappe, où on voit que l'angle de la frappe, il va pas du tout vers le but. Pourquoi mettre un penalty sur une frappe qui va en sortie de but? Ça n'a pas de sens dans le foot, puisque le foot, penalty, on annule une action de but. Là, c'est une frappe qui va en touche, ou en corner, ou en sortie de but, peu importe. Mais tu mets un coup franc indirect, à la limite, si vraiment tu te dis, bah, il a arrêté le jeu avec sa main, c'est interdit. D'accord. Mais pourquoi penalty? Il y a des trucs comme ça où on se change des scénarios de match pour des trucs qui n'ont pas de sens. Pourquoi mettre un penalty sur ça? De la même façon, j'irai même plus loin dans mon truc, tu me diras si t'es d'accord, mais Vas-y, un dis-moi. mec qui plonge en coin de surface, direction la sortie de but. Il pousse son ballon en sortie de but, il plonge, il obtient un penalty. C'est arrivé 100 fois. Les Ça mecs, arrive plus de fois que voilà, un penalty classique, hein. voilà, il n'y a pas de danger de but là-dessus. Le mec, il pousse son ballon, il cherche la faute. Pareil, coup franc, faute, coup franc indirect. Pourquoi une action de but à un contre un face au gardien? C'est des règles du foot qui devraient être améliorées pour le bon sens du jeu. C'est la NBA, le rugby essaye d'améliorer son jeu. Là, en foot, on est là, bah non, on a nos règles. Hein. Et pourquoi on ferait pas ça? En fait, à partir du moment où le mec il fait un dribble dans la surface, mais qu'il n'y a aucun danger de but, alors après on va me dire ouais, interprétation du danger de but. Ouais, non, le danger de but c'est une frappe au but, c'est une occasion. On le voit là, je parle vraiment des actions où le mec parfois même il sort de la surface, il est dos au but, il sort Ouais. de la surface, il se fait faucher. Pourquoi penalty là-dessus? Bon, voilà, c'est des trucs où ça me paraît aller à l'encontre du sens du foot, du jeu. Ok. Très bonne analyse parce que tu sais quoi, on a fait une interview lundi et la personne qu'on a interviewée nous a dit la même chose. Ah ouais. Ah bah, Je te promets que c'est vrai. Et il nous a parlé de ça, des coups francs indirects, etc. Il dit mais pourquoi tu fais un centre, il y a personne dans, enfin, ouais, le mec déborde, centre, et du coup il y a personne dans la surface. ouais. Et du coup le défenseur touche le ballon de la main, penalty. Mais non, mais il y a personne dans la surface. On est Et donc pourquoi d'accord. tu veux siffler penalty? Mettez des coups francs directs, ça existe les coups francs directs. Il nous a dit la Ah, même chose que ce que tu viens de me dire. ça vient de me revenir. Hein, t'as Kimpembe qui a la main comme ça. Frappe de Manchester, l'équipe C là, qui était venue au Parc des Ouais, Princes qualifiée en Ligue des ouais, Champions. Il a la main comme ça. Le ballon, je pense qu'il va dans la première travée première hauteur du Parc des Princes derrière sur la frappe de peut-être Rashford ou je sais je plus. crois que c'était Rashford, ouais. Et penalty. Sur le fond, il y a pas de problème. Il a rien à foutre à avoir la main là. Il y a une faute. Mais jamais de la vie, c'est une occasion de but. Et donc, d'une frappe à 30 mètres qui va en touche, en sortie de but, tu te donnes un penalty. Bon, c'est pas grave, c'est l'histoire du foot, ça s'est passé comme ça. Mais aujourd'hui, on peut changer ça. On peut ramener le foot à une logique de jeu. Et donc là, dans ces cas-là, ça n'a aucun sens. Et Je là, les suis d'accord pénaltys avec toi. auront de la valeur. Hein. Là, au Je suis moins, d'accord. t'obtiens un péno sur une action de but. Le mec, il arrête le ballon de la main sur sa ligne. Ok.
Tu prends le penalty de Le Havre contre Lyon. Ouais, Si tu ouais, suis ouais. du coup ce que tu dis, là le mec il est dos vers la ligne de 6 mètres. Il y a trois défenseurs derrière lui, donc clairement il peut rien faire. Il tombe. On l'a déjà la VAR dit qu'il y a penalty. Bon, ok. Ouais. Et derrière on siffle penalty pour une action où il y a pas action, où il y a pas danger de but. Il y a rien. Et puis l'action sur le côté là, qui a donné le penalty aussi de ce match, où le défenseur. Bon là après pareil, il y a la VAR, mais t'as le défenseur qui prend le ballon, il y a duel, et en plus il y avait pas action de but derrière. Ça n'a aucun sens. Mais voilà, ça va complètement là-dedans. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre encore dans l'arbitrage, c'est qu'on a des dirigeants en haut de ça qui ne prennent pas la parole et qui toujours sont d'accord avec les arbitres. Mais Ouais, tu sais, quand je te disais tout à l'heure en début d'émission, il y a 20 ans, en 20 ans, le journalisme s'est complètement modifié dans le rapport de force, dans la façon de communiquer et tout. Eux aussi, les arbitres, ils ont raté le coche, dans le sens où, pour communiquer aujourd'hui, leur seul moyen, c'est de dire au journal de l'équipe, ouais, bon, on va vous donner une interview. Donc, tu as eu une interview de Monsieur Gauthier il y a 15 jours, intéressante, hein, où il le dit, on a besoin de la vidéo, on a besoin de l'audio, on a besoin de sonoriser. Mais c'est inaudible. Parce qu'aujourd'hui, les journaux papier, plus personne les lit, plus personne les écoute, plus personne les écoute dans le sens où quand il y a des émissions ou autres. Et en fait, aujourd'hui, il faut être multicanaux. Il faut communiquer par toi-même, comme ça chacun sait où aller trouver l'info. ouais, Il faut qu'il y ait une organisation de l'arbitrage qui soit verticale. Et là, c'est pas juste en faisant une interview tous les 6 mois dans l'équipe que tu vas en fait porter ta parole. C'est plus comme ça que ça marche. ouais. Là, il y a beaucoup de choses à revoir. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, on est trop dans une spirale négative. Il n'y a rien qui va. Hmm. Et dès qu'il y a un problème, il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. Ouais, ouais, ouais. Après, bon, le négativisme, il faut se battre contre ça parce on vit dans C'est un ça. beau pays. Il y a vraiment, faut voyager pour se rendre compte aussi de la chance qu'il y a d'être en France. Bien sûr. Mais oui, oui, on a une capacité à être dans le jugement qu'a fait des sports ou négatif très régulièrement. Ouais. Ok. Voilà. Et on va parler du coup de la dernière de la dernière petite chose. Déj de Dis-moi. foot. Parle-nous un petit Ouais, peu. l'émission du midi. Le, c'est parti de, il y a 3 ans maintenant, l'envie de proposer ma propre émission avec une totale interaction. Et surtout, quand je voyais l'univers de Twitter, je me disais, il y a tellement de gens qui ont envie, besoin de parler foot. C'est quand même étonnant. On nous reproche souvent, moi, personnage télé, d'être derrière une vitre et d'être inaccessible, que ce soit trop compliqué de participer ou autre. Et dit, bah tiens, on va faire une émission, un rendez-vous, où tout le monde pourra participer. Et on va décrypter l'actualité foot, se dire des choses comme aujourd'hui on se les dit, on sera pas embêté, et chacun pourra monter en direct. Et donc c'est ce que j'ai mis en avant, c'est ce que j'ai créé, c'est ce qui s'est passé. Et donc le Dash Foot le midi, c'était de midi à 14 h, je l'ai développé maintenant de 13 h à 15 h aussi, parce que les habitudes des gens, les envies de ceux qui suivent. Et donc je suis ravi d'avoir pu monter ce rendez-vous qui est devenu quelque chose que je développe depuis peu aussi maintenant sous forme d'extrait en podcast, qui a ses extraits vidéo sur ma chaîne YouTube. Bref, c'est c'est quelque chose dont je suis très content d'avoir pu le monter, le faire évoluer et aujourd'hui bientôt le pérenniser. Donc voilà, merci d'en parler en tout cas, mais c'est un bébé. C'est des sujets que tu prépares à l'avance ou c'est vraiment en fonction des personnes du coup que tu as dans le chat qui vont t'orienter sur le sujet? Alors il y a les deux. Je prépare mes émissions exactement comme je préparais 20h Foot, les émissions de foot ou autres sur TF1 ailleurs. Conducteur, de quoi je vais parler, dans quel ordre. J'ai ma trame du direct pour 1 h 30. Et en fait, le 1 h 30 part en 2 heures, et parce qu'il y a de l'interaction, et sur des sujets. Alors maintenant, j'arrive à deviner quand même les sujets qui vont être les plus pertinents par rapport au type de gens qui regardent sur Twitch, sur X, etc. en direct. Mais il y a toujours des questions aléatoires qui arrivent et je me les interdis absolument pas dans la trame de l'émission. Il y a une section questions-réponses à la fin pure et dure. Vraiment, tout ce qui passe par la tête à la fin de l'émission, c'est fait pour ça. Mais pendant l'émission aussi, je prends des commentaires, ils s'affichent non-stop à l'écran et on est dans le 100% interaction là aussi sur ceux qui ont pas envie de se montrer,
ont pas le temps de se montrer, sont au travail, regardent d'un œil, écoutent que en audio, eh bien eux aussi peuvent participer en effet par écrit dans l'émission. Mais on a eu toutes sortes d'interventions de personnes du monde entier déjà dans l'émission, et c'est ça qui est fort, qui est beau, qui montre que le foot dépasse tout, dépasse les frontières, des personnes en situation de handicap, des personnes rouges, jaunes, bleues, vertes, noires, tout. C'est un lieu de rencontre et d'échange. Ouais, c'est ça. Et si on prend le foot et le sport plus au sérieux que ça, il y a un moment aussi, c'est pas possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça m'a fait sourire, parce qu'on voit souvent Twitter X qui a trouvé son chemin de vie, de rentabilité sur du négatif. Plus tu mets du négatif dans les émotions, dans les commentaires, plus Twitter te Ouais. remet en avant, génère du commentaire et est content parce qu'il te garde sur sa plateforme. Le but, il est là. Mm. C'est uniquement économique. Ils ont vu que la nature humaine était fondamentalement aimait le négatif, donc on va foncer là-dessus. Moi, j'ai essayé plutôt de prendre le truc à rebours avec du positif, mais surtout de dire à tous ceux qui veulent être négatifs, communiquer sur du négatif, attaquer, insulter et tout, eh ben, il n'y a pas de problème, vous avez votre émission, vous pouvez venir le dire en direct. Il n'y a pas un mec en 4 ans, et maintenant des centaines de milliers, des millions de gens qui ont regardé l'émission, qui étaient capables de venir avec des arguments, avec la bave aux dents en direct. En fait, tu vois que dans la nature humaine, le côté commentaire caché sous pseudo, c'est le truc Ouais. parfait. Dès que tu demandes à franchir le cap de la visio, de dire bonjour, au revoir, il y a une personne, une fois qui est arrivée, qui a dit ouais, tu m'as fait attendre, hein, parce que ça faisait 10 minutes que je finissais un sujet pour le faire monter. Bon, il y a, comme je disais, il y a quand même les Ouais, aléas bien du sûr. direct pour. Je dis ouais, désolé. Et en fait, il s'est pris des messages dans la room tout le long de ah, il est arrivé comme un loup, il repart comme un agneau, en me remerciant de l'avoir fait monter, en trouvant que ça avait été super comme discussion, etc. Et donc voilà, il peut y avoir de toute façon des émotions, de la colère, le foot, le monde, la vie fait que, la Bien fatigue fait sûr. que, le stress. Mais en revanche, quand on parle foot, sport, on est là pour partager des émotions, alors, victoire, défaite et tout, mais quand on voit ce qu'il y a d'écrit par certains sur certains réseaux comme X et la réalité, tu rigoles. En fait, tu comprends que c'est complètement bidon ce qu'il y a là-bas, que ça ne représente absolument personne ni la réalité, et que ton émission, ce genre de contenu et autres, là, on est dans les vraies choses Bien de la sûr. vie, c'est tout. Et donc, les réseaux comme X sont juste là pour divertir, pour faire rigoler, tellement c'est pathétique niveau pour certains. Hein, il y a aussi des choses très intéressantes. Ok. Bon, Thibaut, ça fait 1 heure que je t'avais dit 1 heure. Donc, on va Parfait. arrêter là. Je te remercie Bravo. beaucoup pour ta disponibilité, ta gentillesse. Clairement, merci beaucoup. Avec plaisir. Écoute, C'est du plaisir et de l'échange. Et ce que je viens de vivre là encore avec toi, c'est un grand moment de partage et d'échange. Donc, je te remercie beaucoup. top. Eh ben, merci à toi et à la prochaine avec plaisir et force à Yes. vous. Longue vie à Gazette. À Merci. Ciao, bientôt. Thibaut. Bye. Salut.